peut-être 15 minutes de questions. Oui, Michel Malherbe, professeur de philosophie à la retraite. Et mon épouse est dans un établissement et elle est à un stade évolué de la maladie d'Alzheimer. Alors, juste quelques petits commentaires. D'abord, un commentaire en tant que philosophe, mais je ne vais pas offrir ce débat. Vous avez dit le temps n'a pas de réalité. Je vous laisse la responsabilité de cette déclaration. Mais j'en viens à on peut en parler, hein, oui, parce que je pense que tout le monde peut comprendre. Vous avez dit, il y a l'idée même de vieillissement normal est une idée qu'il faut abandonner. Je suis assez d'accord, il n'y a pas de vieillissement normal, mais il y a en tout cas des vieillissements anormaux. Mon épouse a le même âge que moi, elle a le même âge que moi. Si je compare mon état de vieillissement et le sien est franchement pathologique, à considérer l'état où elle se trouve. Un enfant qui a une maladie a une enfance anormale, si vous voulez. Mais ça ne remet pas en cause la nature même de l'enfance. Alors que sur le vieillissement, dans les propos que l'on tient, ça remet en cause la nature du vieillissement, comme explicatif. Oui, alors c'est peut-être un débat en philosophie que vous n'avez pas, mais dans les sciences humaines et sociales, et surtout dans les sciences expérimentales, c'est une expression en fait qui permet de plus poser des questions. C'est pour ça que je souligne cet élément-là. Oui, mais il y a bien une réalité de la maladie, tout simplement. Oui. Et comme c'est une maladie qui envahit tout l'individu, c'est bien un processus de dégénérescence de ses naissances, qui est en même temps un processus de dégénérescence. Mais il n'y a pas un surcroît d'être dans la cognition. La cognition est comme un autre facteur qui peut altérer. Alors, c'est vrai que... Alors que... Je savais que j'allais vous... Parce que je connais vos écrits, c'est pour ça que... Bon. Dernière chose, je ne vais pas tenir le micro. Vous aviez un sous-titre, le sujet âgé intègre son histoire. Mais dans le cas d'Alzheimer, l'histoire est rompue. Non, pas du tout. La narration, oui. L'histoire n'est rompue. Non. Michel Malherbe interviendra dans un entretien mercredi matin à 8h qui sera fait par Emmanuel Hirsch. Pardon, alors vous ne m'avez pas tous entendu, donc Michel Malherbe interviendra dans le cadre d'un entretien avec Emmanuel Hirsch mercredi matin à la Cité des Congrès. Voilà. J'avais mis l'ancien neurologue. Je m'avais rajeuni, en quelque sorte. Dans les années 70, on opposait la maladie d'Alzheimer, présénile, et les démences séniles, tout Alzheimer. Vous ramenez un petit peu à cette époque. On a voulu brutaliser un petit peu les choses en faisant de la maladie d'Alzheimer une chose unique. Il y a eu une période transitionnelle où on disait les démences séniles type Alzheimer. Oui, c'est l'alzheimerisation de Katzmann en 1974, et puis... C'est sûr, c'est un syndrome. Léo Coutelec, chercheur en philosophie des sciences et l'espace éthique. Moi j'ai beaucoup aimé votre intervention, merci beaucoup, parce qu'elle est éclairante sur la façon dont on peut, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, penser les big data de façon positive. Parce que, évidemment, on a plutôt tendance à être méfiant, et puis là on voit que vous ouvrez quelque chose qui peut être de penser plus globalement, effectivement, un phénomène qui lui est complexe, multifactoriel, voilà. Donc c'est très intéressant dans ce sens-là. Alors la question que j'ai, qui est sous-jacente, c'est comment, dans une démarche big data, prendre en compte des données qui, entre elles, sont incommensurables. C'est-à-dire que comment, et l'autre question qui est derrière, c'est
sur quels critères, quelles valeurs peut-on définir des échelles d'équivalence entre ces données qui sont par ailleurs entre elles radicalement hétérogènes? Alors en fait, ça a une logique interne. C'est-à-dire que derrière cela, c'est toute la relation avec l'âge que l'on a entre les fonctions instrumentales postérieures et les fonctions exécutives qui sont antérieures et les ganglions de la base. C'est-à-dire qu'il se joue quelque chose de très important, c'est que les phénomènes systémiques, pour faire simple, hypertension, etc., inflammation, vont agir sur les ganglions de la base et vont modifier la stimulation non seulement frontale, surtout orbitofrontale, et de l'aire singulaire antérieure. Et que les relations avec les fonctions instrumentales, dont la mémoire, mais aussi les praxies, etc., vont être secondaires en partie à cette non-stimulation antérieure. Et donc, dans ce cas-là, on a des modèles pathologiques qui sont de comorbidité, mais qui ne sont pas complètement incommensurables, du coup. Mais ils obéissent à une logique qui fait que on prend en compte l'accumulation considérable de connaissances sur la voie amyloïde, plus ou moins pondérée de la protéine Tau, de la diminution de l'excitation par l'acétylcholine, mais on ne s'empêche pas de regarder le réel. Et donc que les patients que l'on a tous les jours en consultation sont des dysexécutifs d'origine sous-corticale et que la maladie d'Alzheimer, dite du vieux, est souvent finalement une maladie d'Alzheimer qui vient s'exprimer parce qu'il y a une fragilité à une agression supplémentaire qui est cette action sous-corticale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et qu'il faut qu'on arrête, par exemple, le MMS qui, on s'en fiche, voilà, parce qu'il est postérieur, etc. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut peut-être qu'on sorte d'une évaluation exécutive en milieu trop spécialisé, parce que je suis persuadé, parce que voilà, quelques travaux le montrent, qu'il y a des fonctions exécutives qui seront beaucoup plus simplement à prendre en compte et qui nous permettront de mieux trier les patients et de les mettre en relation avec des pathologies systémiques. Donc il y a des modèles. Ce que j'invite dans ce topo, c'est à ne pas sous-estimer l'effet générationnel. Deuxièmement, avoir des modèles à côté du modèle nosologique pur, qui est indispensable pour la pensée scientifique et expérimentale, je ne remets pas ça en cause, mais qu'on ait des outils méthodologiques de compréhension de comorbidité de ces pathologies pour que les données qu'on va accumuler non seulement nous permettent une étude longitudinale, mais ne nous ferment pas des portes sur ce que l'on constate et qui est incontournable. C'est que la maladie d'Alzheimer hippocampique pure qui va évoluer tranquillement ne représente pas la majorité des personnes qui viennent en consultation mémoire. Alors on peut regarder de haut la gériatrie en disant « oui, mais c'est la médecine dégradée pour les vieux, donc c'est un peu n'importe quoi, puis ils ne connaissent pas beaucoup la maladie et tout ça c'est mélangé », alors que nous on connaît bien parce qu'il y a l'hippocampe, etc. Ça c'est une manière de voir les choses qui peut évidemment séduire les financeurs, mais après il y a la réalité de santé publique, c'est-à-dire que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et que d'autre part, l'interférence des troubles thymiques par rapport aux troubles du comportement et leur modification sur les fonctions exécutives sont majeures. Et même vont faire croire qu'il y a un changement de personnalité complet, et donc qu'on va se retrouver sur une sorte d'ontologie de la cognition. Donc c'est vraiment important que les big data, si on doit pouvoir garder les données longtemps et ouvrir à ce genre de résultats, qu'on ne se ferme pas les portes. D'abord, merci de votre intervention. Je ne voudrais pas qu'on reste sur une approximation à l'intervention de Michel Malherbe, qui est philosophe, donc qui vient de sortir un important livre sur la maladie d'Alzheimer, dont on parlera mercredi matin à 8h. Juste, la question que je me pose, qui est quasiment philosophique, vous avez montré que vous êtes très sensible aux questions philosophiques, c'est qu'il y a les human data, qui sont l'expérience d'un philosophe confronté à titre personnel à la maladie d'Alzheimer de son épouse, Annie, qui est racontée dans le livre à travers aussi une réflexion philosophique. Ce sont aussi des données qui ont leur pertinence. Nous sommes dans une société faite d'humains et pas uniquement de chiffres, pas uniquement d'algorithmes. Comment ces données auront-elles droit de citer demain face à un discours algorithmique qui sera un discours, j'allais dire, de vérité un peu virtuelle, dont on a vu toutes les équivoques, en tous les cas dans leur capacité d'être interprétées. Donc comment rendre soutenables encore des situations qui sont des situations aujourd'hui humaines, le désastre de la maladie, l'impact de la maladie sur la personnalité,
l'impact de la maladie sur la société, sur sa présentation de son avenir, tous ces éléments ne relèveront pas que des algorithmes et des analyses faites par des sociétés en Suisse qui apporteront un certain nombre de données qui seront inexploitables. Donc ma question est pratique. Comment va-t-on arriver à compatibiliser d'une certaine manière des données strictes, brutes, probablement qui ont une légitimité et qui ont un intérêt extraordinaire d'un point de vue scientifique, et puis une réalité humaine dont on voit pour la maladie d'Alzheimer qu'elle reste très humaine dans sa lourdeur et dans sa charge, malgré toutes les promesses scientifiques qu'on a eues et qui ont émaillé l'histoire de l'Alzheimer depuis quelques années. Je t'avais demandé, vous qui êtes à la fois chercheur et praticien, vous êtes confronté au quotidien à la fois à la désespérance des gens et à l'espérance de trouver malgré tout quelque chose. Comment vous allez vous situer pratiquement? Comment rendre la connivence possible? Oui, mais je pense que pour avoir participé à la rédaction du plan Alzheimer en son temps, je pense que la parole gériatrique était quand même pas forcément celle qui était bien vue. Et que des propositions qui ont été faites et balayées d'un revers de la main, on aurait eu peut-être une bonne idée de les conserver, parce qu'après on a essayé de rattraper ça comme on a pu. Ça c'est sur le lien entre les deux. Il y a des regards qui sont différents et qui doivent s'assumer comme différents, avec une recherche de convergence, mais qui doivent s'assumer différents. C'est-à-dire que le regard de celui qui vit la maladie, ou la maladie d'un proche, est une parole qui, en elle-même, est une donnée première. Et donc, comme toute donnée première, si elle est faite avec honnêteté, elle est incontournable. Après, il y a des métadonnées. Des métadonnées où on essaye, par le nombre, par l'analyse, d'essayer de repérer des lignes de force dans des chemins particuliers, qui appartient à un autre langage et qui doit s'assumer un autre langage. Car si on pensait qu'avec les métadonnées et les big data, on puisse englober, incorporer ce qui est dit par celui qui le vit, ça serait une position de pouvoir, de domination qui serait incroyable. Et montrer qu'il y a une difficulté dans les chemins physiopathologiques, ce n'est pas du tout mépriser ceux qui sont porteurs de ces hypothèses. C'est tout simplement de se dire la parole intermédiaire entre le trajet personnel et d'autre part l'analyse expérimentale in vitro, qui est la clinique, l'intermédiaire, n'a pas eu voix au chapitre. On a fait un plan Alzheimer qui était initialement de 3,4 milliards d'euros, qui a dépensé 200 à 300 millions dans la recherche et 3 milliards dans le médico-social, sans avoir aucun concept médico-social correct, ou en tout cas consolidé. Et on a fait des expérimentations plus ou moins bonnes, certaines très réussies, mais on voit bien qu'entre une parole dominante, qui était une parole nosologique, unique, et puis une réalité sociale, on n'a pas su faire la part des deux. Et donc, nouveaux plans, nouveaux usages, maturité des uns et des autres, sachons reconnaître que entre un modèle nosologique pur qui permet la recherche, deuxièmement de trajectoires personnelles qui sont encore une fois des données incontournables, il y a une démarche clinique qui ne peut pas être regardée par les uns de trop en haut et par les autres de trop en bas. Et que cette donnée clinique intermédiaire est une sorte de doux mélange de la relation personnelle que l'on a avec beaucoup de personnes et en même temps d'un besoin de santé publique qui est beaucoup plus collectif. Et là, si les big data permettent de réconcilier des profils expérimentaux avec une analyse clinique, on aura énormément gagné. Et c'est ce qui nous a manqué dans la maladie d'Alzheimer. Ce travail d'Hélène Amieva a été publié et passé quasiment inaperçu parce qu'il ne correspond pas au modèle qui permettait en fait d'avoir une analyse nosologique unique, simple, et permettant évidemment de mobiliser les ardeurs et notre enthousiasme. Alors, deux interventions, Philippe Amouyel, Nadine Le Forestier. Très rapidement. À force de provoquer, il faut quand même que ça vienne.
très rapidement pour répondre à la question de Léo. Sur l'hétérogénéité des données, c'est pas un problème, c'est plus la façon dont elles ont été récupérées. On peut mettre n'importe quelle donnée avec des génétiques, avec des données cliniques, avec des données sociales. Techniquement, c'est jamais qu'une variable qui se code. Après, c'est plus la façon dont elle a été recueillie. Après, pour les aspects que vous avez évoqués, il existe, alors c'est pas complètement le cas sur les maladies neurodégénératives, mais ça risque de revenir, sur d'autres maladies comme les maladies infectieuses et autres, l'analyse des forums qu'on retrouve sur Internet, où les gens échangent, où les gens discutent, avec des analyses de type sémantique, commencent à apporter des informations intéressantes qui permettraient de prendre en compte une autre réalité de la maladie, c'est-à-dire pas la maladie telle que le clinicien la voit, mais telle que le patient ou son entourage la vit, et qui semble apporter des éléments. Je pense par exemple aux campagnes de vaccination sur les papillomavirus ou d'autres choses comme ça. On comprend mieux pourquoi il y a certaines réticences qui se font. Donc voilà, il y a des enjeux qui sont en réflexion là-dessus, et je pense que je ne suis pas complètement désespéré qu'on commence à obtenir des choses. Mais il faudrait qu'il y ait des échanges qui soient plus ouverts dans les maladies neurologiques, qu'on peut les voir chez des jeunes. Je me fais vacciner, il faut que je fasse vacciner ma fille ou pas. Donc les échanges sont plus actifs. Donc on peut espérer que des forums permettront d'avoir ces informations. Et il n'est pas exclu à un moment ou à un autre, parce que ces données étant fort peu anonymes, qu'il puisse y avoir des liens entre évolution clinique et ce genre d'informations qui sont des informations vues du côté du patient. Et il y a une vraie richesse là qu'on n'a jusqu'à présent pas eu l'occasion, ni le temps, ni la force d'exploiter, parce que l'intermédiation se fait toujours par le médecin et jamais entre patients. C'est les nouveaux groupes de parole qu'on peut avoir dans d'autres affections. Et juste un petit point, le précédent plan c'était 1,4 milliard et pas 3,4 milliards, et c'était 1,6 milliard, pardon, oui. Et 200 millions pour la recherche, dont 100 millions d'argent frais. Voilà. C'était pas ce qui était annoncé, mais c'est ce qui a été dépensé. Non, c'est ce qui a été annoncé. Non, 3,4 milliards. Alors, juste une petite remarque et puis une petite question. Je pense que les progrès scientifiques et nos connaissances et nos affinements du questionnement médical ont créé du temps. Du temps pour plus qu'avant. On a toujours à l'esprit les gens qui, au XIXe siècle, ont pu être centenaires, et c'était leur détermination. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous créons avec nos progrès du temps pour tout un chacun, et donc nous créons par ce temps donné, du fait de la prévention, de la surveillance et des conduites alimentaires, nous créons donc une voie pour beaucoup plus d'entre nous au vieillissement. D'où l'apparition de vieillissement anormaux. Donc ça, c'était ma petite remarque, on pourra éventuellement... La deuxième chose, je suis très contente que vous ayez enfin dit, mais bon, ça a été dit ailleurs, mais vous l'avez dit et redit, il y a une phase de pré-symptomatique et de pré-perception d'un état, entre guillemets, excusez-moi du terme, parce qu'il faut faire anormal, où le patient, le futur patient, va prendre effectivement des médicaments pour traiter une angoisse de fond qu'il n'arrive pas à déterminer d'où cela vient. Je suis encore effarée aujourd'hui de voir que des articles, voire des livres sont faits en disant que la prise anxiolytique, la prise de certains médicaments est la cause de maladie d'Alzheimer. J'aimerais que ce genre d'article soit beaucoup plus critiqué par vous qui connaissez très très bien dans le monde de la gériatrie ces patients qui effectivement prennent des anxiolytiques parce qu'ils savent qu'ils sont déjà porteurs de quelque chose. Et ça continue, ces articles qui incriminent des médicaments qu'on prend peut-être tous quand on a une période difficile, soit la cause de la maladie d'Alzheimer. Comment se fait-il qu'on puisse accepter ce genre d'article? Voilà, merci. Pas grand-chose à dire de plus. Simplement, votre première intervention, c'est ce que j'ai appelé l'âge de la longévité, c'est-à-dire qu'il n'y a que 32% des Français qui travaillent après 55 ans. Il n'y a 41% des Européens qui travaillent après 55 ans. Nous mourrons vers 86 ans. La dépendance est 17% de la population pendant 18 mois. Donc nous avons 25 ans de vie autonome à vivre après le travail. Et nous n'avons rien à en dire, rien à en faire. Il n'y a aucune identité, il n'y a aucune reconnaissance. Et donc là, on est dans un problème sociétal qui est majeur. Et de parler du vieillissement avec l'arrière-pensée de déclin pour ces 25 ans n'est pas du tout approprié à l'enjeu de société que ça représente pour nous tous. Sur le deuxième point, c'est l'éternel problème, c'est comme benzodiazépine et chute, c'est-à-dire qu'on confond un lien statistique et un lien de causalité. Et donc, en effet, il faut savoir être pondéré. Après, est-ce que c'est vraiment les anxiolytiques qui traitent ces personnes? Non. Mais c'est probablement le stigmate qu'il y a peut-être une prise en charge plus adaptée qu'il faut proposer et pas forcément une prise en charge pharmaceutique
La maladie d'Alzheimer, et c'est un peu passé inaperçu, a été un extraordinaire laboratoire de traitement non médicamenteux. Et on a aujourd'hui des équipes, je pense, une des grandes réussites du plan Alzheimer, c'est les assistants de soins en gérontologie, qui ont été une véritable révolution dans toutes les équipes, remettant en cause, et je vois Geneviève là qui dit opine de la tête, remettant en cause la place des infirmières, la place des cadres, la place de la formation professionnelle, et faisant émerger une innovation en traitement non médicamenteux qui est extraordinaire sur le plan humain, sur le plan de la participation des aidants. Et là, on est vraiment dans le tissu même, et même si des études randomisées bien faites, celle d'Aetna, par exemple, n'a pas montré des résultats fantastiques sur les traitements non médicamenteux, il serait une grande erreur de penser qu'ils n'ont pas leur efficacité. Et au-delà de ça, ça nous positionne complètement sur les établissements médico-sociaux qui ne sont plus des établissements de la dépendance, même si c'est dans leur nom, qui sont des établissements de soins pour les troubles dits exécutifs. Il va falloir qu'on mette ça. Je disais ça à un directeur général d'ARS, pas de ma région, récemment. Il découvrait que 45% des gens dépendants étaient à leur domicile. Donc il faut complètement qu'on mute sur le discours. Et là, c'est un enjeu majeur de la maladie d'Alzheimer et sans doute d'autres troubles cognitifs sous-corticaux. Il y a vraiment une prise en charge différente qui fait que les métiers changent et donc que le potentiel d'emploi qui est derrière va être modifié par la formation. Petite aparté.